Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité sur cet épisode du mercredi. Aujourd'hui, je reçois Camille Aitaleb. Salut Camille. Salut Julien. Comment ça a démarré ça? Qu'est-ce que tu as acheté? Est-ce que tu as fait des erreurs au début? Explique-nous le process sur le premier par exemple. Ouais, le tout premier, donc ça a été un sac Chanel que j'ai acheté, je crois, en décembre 2021. En fait, moi, je suis une personne plutôt de l'action, tu vois. Il faut que j'apprenne un peu, que je fasse un peu de théorie, mais il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Parce que j'aurais pu, tu vois, bouquiner un maximum sur les sacs de luxe pendant 5 ans et me dire, c'est bon, je me sens prête, j'y vais. Non, là, je me suis renseignée pendant 2 semaines, j'ai regardé un peu les tendances en termes de marque, en termes de sacs, en termes de couleurs. Il y avait une enchère qui passait dans ma vie, je me suis dit, vas-y, j'y vais et on verra. Et du coup, j'ai passé plusieurs enchères. J'ai passé 4 enchères ce jour-là sur 4 sacs Chanel, si je me rappelle bien. Et sur les 4, j'en ai obtenu une seule, donc mon premier sac Chanel, que j'ai acheté. Je veux pas vraiment dire au doigt mouillé, parce que je suis quand même un peu raisonnable, tu vois, j'avais fait un peu mes calculs, mais je vais pas te dire que j'avais fait un calcul méga savant qui m'a pris 1 heure, quoi. Je m'étais dit, ok, si je l'achète tant, je pense que j'ai à peu près tant de rénovation, je peux le revendre tant, allez, j'achète. Et ça s'est passé comme ça. J'ai mis une enchère maximale, il s'avère que sur ce sac, il n'y avait aucun enchérisseur, et en fait, j'ai remporté le sac au prix le plus bas, le prix de départ. Voilà, donc ce sac, alors je crois que je l'ai acheté 700 €, plus les frais d'adjudication, je devais être aux alentours de 810, 850, quelque chose comme ça. Tu connaissais quand même le modèle du sac? Tu avais fait une petite recherche un peu avant quand même? Ouais, alors c'était un modèle vraiment atypique, il datait des années 80, donc c'était plus un modèle qu'on trouvait sur le marché aujourd'hui, c'était un modèle très classique à l'époque. Il n'y en avait pas énormément à vendre qui étaient exactement similaires en termes de forme et en termes de couleur. Donc j'avais fait, je te dis rapidement une recherche, j'avais fait un prix moyen de revente, je m'étais dit je pense que je peux le revendre ce prix-là. Je pense qu'il y en a pourtant de réparation, mais ça c'était vraiment je pense que. En vrai, j'en savais rien. Tant que j'étais pas allée voir un artisan, j'en savais rien. Est-ce que tu avais la porte de sortie déjà? Tu savais comment tu allais le commercialiser derrière? Pas du tout. Enfin, je savais que je pouvais le revendre sur des sites tels que Vestiaire Co, Collector Square, etc. Mais je savais pas exactement. En vrai, tu sais jamais si ton sac va se revendre. C'est toujours un risque. Normalement, si tu achètes les marques iconiques, intemporelles, les couleurs consensuelles et les modèles qui passent bien, tu es sûr de le revendre un jour. Mais parfois, ça peut être au bout de 2 jours, parfois, ça peut être au bout d'1 an et peut-être plus. En fait, tu sais jamais vraiment. Il y a toujours une part de risque, bien sûr. Ces sites-là, justement, Vestiaire Collective, Collector Square, et cetera, eux, ils reprennent pas mal de commissions derrière pour authentifier aussi les sacs. Combien d'ailleurs? Ils prennent 20, 30, je sais plus. Alors, Vestiaire Co, c'est 18% et Collector Square, c'est 35%. Pour autant, je suis très fan de Collector Square parce que, d'ailleurs, c'est avec eux que j'ai vendu le premier Chanel. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, probablement parce qu'ils ont une audience très large, notamment en Asie, mais ils arrivent à revendre les sacs beaucoup plus cher que sur les autres sites de seconde main. Donc certes, ils viennent te prendre 35% de ton chiffre, mais à côté de ça, ils te vendent ton sac vraiment plus cher. Donc au final, tu t'y retrouves par rapport à un Vestiaire Co qui te prend que 18%. Est-ce que tu peux nous faire la marge moyenne? Je sais pas, tu n'as peut-être pas fait tes stats, mais la marge moyenne sur un sac que tu peux faire justement en le rénovant? Ça dépend énormément des sacs. Je pourrais pas, enfin, je peux te faire une moyenne, mais elle serait pas représentative parce que ça va énormément dépendre de à quel point le sac est abîmé. Et encore, j'ai envie de te dire que plus le sac est abîmé, plus tu fais les travaux à ta charge, plus tu te fais de la marge derrière. C'est un peu comme pour les maisons dans l'immobilier. Plus tu prends le risque d'acheter un peu pourri, abîmé, et plus tu prends les travaux à ta charge, plus tu te fais de marge derrière. Mais en vrai, c'est pas vrai, puisque j'ai acheté une petite pochette Dior comme neuve. Je l'ai achetée 287 €. J'ai fait 0 € de réparation. 5 jours plus tard, je la vendais 850. Donc, ouais. Donc, ça veut rien dire. Et là, récemment, tu vois, j'ai acheté un Chanel noir qui était censé bien se vendre, bien passer. Je pense que je vais faire 300 € de marge dessus, alors que je l'ai payé 1300. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend vraiment des sacs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'achète plus un sac pour faire moins de 500 € de plus-value. Je veux plus m'embêter, en fait, à sourcer le sac, à l'emmener chez le maroquinier, à faire les photos pour le revendre. Mais ça dépend aussi de ce que tu es prêt à mettre. L'un de mes sacs, c'était un Kelly de Hermès. J'ai mis plus de 2 000 € à la base et quasiment 3 000 en comptant les réparations. Derrière, j'ai fait 3 600 € de marge. Mais parce que j'avais mis un gros billet à l'entrée. Plus tu mets beaucoup à l'entrée, plus logiquement, tu récupères beaucoup à la sortie aussi. Mais non, mais tu fais des belles marges quand même, effectivement. Là, sur le Kelly, ouais, c'est quand même une belle marge, quasiment x2. Comment ça marche? Est-ce que tu es plutôt aujourd'hui dans la fiscalité, on va dire, de l'objet de seconde main et donc ça passe un peu sous les radars pour le moment? Ou est-ce qu'il y a une vraie professionnalisation à venir
pour certaines personnes qui voudraient faire ça de manière plus pro, par exemple? Alors en fait, il y a 2 types de ventes. Il y a vente vraiment occasionnelle en tant que particulier. Par exemple, je sais pas, toi, tu as ton sac chez toi, tu as un sac Vuitton que tu as depuis quelque temps, tu t'en sers pas, tu veux le revendre. Bon, là, on estime que c'est de la vente particulière, donc t'es pas imposé. Si tu fais moins de 20 transactions par an et moins de 3 000 € de chiffre d'affaires. Au même titre que quand tu vends tes vêtements sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Par contre, si demain, tu veux acheter un sac tous les mois, le faire réparer, le revendre dans la foulée, là, c'est une vraie activité commerciale. Et auquel cas, c'est encadré. Donc après, tu peux l'encadrer avec une micro-entreprise en activité commerce, achat-revente, ou alors directement avec une société. Ce qui, à mon sens, est peut-être plus intéressant avec une société parce que tu vas pouvoir vraiment déduire toutes tes charges. Et sur les sacs qui ont beaucoup de travaux, bah, ça peut être intéressant de les déduire. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir des tips, tu vois? J'aimerais bien avoir des tips sur, quoi acheter, quand revendre, voilà. Est-ce que tu peux nous donner, enfin, déjà me donner à moi personnellement, c'est très égoïste. Mais bon, comme le podcast est écouté, bah, d'autres personnes vont en profiter. Mais, sur justement, qu'est-ce que je peux acheter là? Si je veux acheter un sac, est-ce que c'est intéressant aussi, il y a 2 questions. Est-ce que c'est aussi intéressant que, par exemple, ma femme puisse le porter, quelques mois et le revendre derrière? Est-ce qu'il y a du sens à justement à conserver comme le vin, par exemple, ou pas? Mm. Alors, déjà, qu'est-ce que tu peux acheter? Moi, ce que je recommande fortement d'acheter, c'est les trois top marques, on va dire, sur le marché. Hermès, Chanel et Dior. Si je devais les classer, ce serait vraiment Hermès tout en haut, Chanel bonne intemporelle et Dior certains modèles, notamment le Lady Dior. Vraiment ces trois marques-là. Pourquoi pas d'autres entre guillemets? Parce que ça reste des marques intemporelles, iconiques, connues internationalement et qui se revendent bien. Si on regarde le cours par exemple du Kelly ou du Birkin chez Hermès ou du 2,55 chez Chanel, ce sont des cours qui ont toujours augmenté. Et là, quand on voit les hausses de prix qui ont été faites par Chanel au cours des 2 dernières années sur les cuirs neufs, enfin, même moi, je me dis que j'aurais peut-être dû acheter un sac neuf en 2020, tu vois, pour le revendre aujourd'hui. Donc vraiment, ces trois marques-là, je recommande. Après, j'entends que quand on débute, on n'a pas forcément envie de mettre 500 € pour sa première enchère. Donc on peut très bien appliquer la même chose sur des petites pièces de maroquinerie, des petits porte-monnaies, des portefeuilles chez ces marques-là, ou même essayer de faire la même chose avec une autre marque, je sais pas, Prada, Fendi, Gucci, etc., où on peut trouver des sacs encore moins chers aux enchères. Mais 500 €, je trouve ça light, moi, tu vois? Un Birkin, j'avais plus 20 000 € en tête. Ah oui, non, 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 je te parle pas d'Hermès, mais avec 500 € tu peux réussir à enchérir sur un Dior facilement et sur certains Chanel aussi. Mais voilà, j'essaie de m'adapter aussi parce que ben, tout le monde n'a pas forcément 500 € à mettre pour une première fois. Ça peut représenter une certaine somme pour d'autres, quand d'autres vont être prêts à mettre 2 000 € sur le premier sac. En tout cas, si les gens veulent commencer les enchères en commençant petit, c'est possible de démarrer à 150, 200 €. Le petit sac Dior que j'ai acheté, je l'ai payé 287 €. Donc, ça reste une première somme que tu peux, je pense, mettre pour les enchères. Donc, moi, je te conseille ces trois marques-là. Surtout, en tout cas, c'est mon point de vue, je te conseille pas d'acheter neuf pour revendre derrière. Je te conseille toujours d'acheter aux enchères, sauf modèles très spécifiques de chez Hermès, Birkin, Kering qui sont en liste d'attente. Mais dans ce cas-là, il faut que tu les revendes immédiatement. Pourquoi? Parce que quasiment n'importe quel sac porté, une fois qu'il sort de la boutique, il perd un certain pourcentage de sa valeur, quoi qu'il en soit. Donc il ne faut pas t'attendre à pouvoir le revendre tout de suite plus cher. Dans ce cas-là, soit il s'agit d'une édition particulière, ou d'un partenariat avec un grand couturier ou autre, je ne sais quoi, que tu vas peut-être pouvoir revendre. Mais dans ce cas-là, si tu l'achètes neuf, autant te faire plaisir, tu le portes. Si tu arrives à le revendre en faisant une petite moins-value dans quelques années, tant mieux pour toi. Mais je pense que tu as peu de chances de pouvoir faire une plus-value après l'avoir porté dans quelques années. C'est la raison pour laquelle moi je recommande vraiment, pour pouvoir générer des revenus, de s'intéresser aux enchères. Parce qu'on a des sacs qui peuvent avoir, dans le meilleur des cas, 20 ans, mais sinon 30, 40, 50, 70 ans qui sont aux enchères, qui sont laissés dans des placards depuis X années, qui du coup ont complètement perdu de la valeur, et en fait en les rénovant, tu les réintroduis sur le marché, tu réintroduis parfois des sacs, des cuirs qui n'existent plus aujourd'hui, donc si une acheteuse elle le veut, elle est obligée de l'acheter sur la seconde main. Et en réintroduisant cet objet que tu as payé peu cher et que tu as fait rénover, tu génères une plus-value. Et alors sur Chanel, par exemple, c'est quoi les modèles, iconiques qui se vendent très bien? Ouais, évidemment, tu vas avoir le Timeless, le 255, le Boy se vendent très très bien. Et puis, tu vas avoir tous les anciens modèles de chez Chanel qui sont qualifiés de classique Chanel, donc c'est plus ou moins l'ancêtre du Timeless, notamment le petit sac rouge que j'ai acheté, le tout premier. T'en as beaucoup en ce moment qui passent de Chanel qui datent
du début des années 80 jusqu'au début des années 90. Toute cette période-là où tu vas avoir plein de petits sacs classiques qui ont du coup entre 30 à 40 ans, mais qui se portent toujours aujourd'hui. Parce que Chanel, on est sur quelque chose de super intemporel. Donc ton sac, il a beau avoir 40 ans, à l'époque, il était déjà noir, beige ou marine. Aujourd'hui, ses couleurs se reportent très bien, même 40 ans plus tard. C'est qui la typologie d'artisan qui te rénove ce genre de sac à main? Oui, donc moi j'habite à Paris, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup d'artisans à Paris, mais malgré tout il y en a ailleurs en France et il y en a pas que dans les grandes villes non plus. Aujourd'hui j'ai fait appel à 3 artisans principaux. Il y en a un surtout maintenant enfin j'ai testé un peu les différents artisans. Il y en a vraiment un avec qui en qui j'ai toute confiance et c'est un ancien de la maison Hermès. Et d'ailleurs c'est le service après-vente de la maison Hermès à demi-mot qui m'a envoyé chez lui parce qu'il voulait pas réparer le fameux Kelly en crocodile que j'avais. Il était trop vieux, il n'y avait plus rien à faire selon eux. J'ai quand même insisté pour leur demander un nom d'artisan et non officiellement, officieusement, ils m'ont dit que je pouvais m'adresser à cette personne qui était un ancien de leur atelier. Dans les plus petites villes, c'est peut-être plus compliqué à trouver. Alors oui et non, aujourd'hui moi j'ai établi une liste, un annuaire de plein d'artisans dans les villes en France. Alors je te dis pas dans une ville de 15 000 habitants il va y en avoir, mais il y en a vraiment dans chaque région en France et le but c'est que chaque personne puisse au moins trouver un artisan à moins de 45 minutes de chez elle. Bon, alors tu disais effectivement qu'on peut commencer avec quelques centaines d'euros, mais jusqu'où on peut aller pour faire aussi des gros coups si on a bien les moyens? Ouais, avec les Hermès, Kelly et Birkin, tu sais jamais jusqu'où ça peut aller. De manière générale, aux enchères, il y a des Hermès et Birkin, des Kelly et Birkin qui passent, qui sont assez classiques en cuir box, donc le cuir très classique, où là, ça peut monter, si le sac est en bon état, mais ça vaut pas le coup de l'acheter en bon état, ça peut monter à 8, 9, 10 000 euros. Si le sac est en mauvais état, tu peux potentiellement, le dernier en date que j'ai vu, le moins cher était à 1 500 euros. Donc là, tu te fais un peu de réparation, et derrière, tu peux le revendre 4, 5, 6 000 euros. Mais tu peux tomber aux enchères sur des sacs Kelly, Birkin en cuir croco, alligator, une couleur super spéciale et là ça peut clairement s'envoler. J'ai assisté il y a quelques mois, enfin quelques semaines plutôt à une vente crédit municipal à Paris. Il y avait un Birkin, non c'était un Kelly en cuir mince. En cuir d'autruche, il était orange et il s'est envolé, si je dis pas de bêtises, à plus de 20 000 euros. Après, il était en super état. Mais tu vois, t'as vraiment tout type de prix. En tout cas, spécifiquement chez Hermès. Je dirais que les prix ont moins tendance à s'envoler chez Chanel et encore moins dans les autres marques, Dior, Vuitton, Gucci, etc. Oui, d'ailleurs, Vuitton, on n'en a pas trop parlé, mais comment on peut qualifier au niveau des sacs sur le marché? C'est plutôt, on va dire, le pauvre du luxe, le luxe du pauvre. J'ai l'impression que sur les sacs à main, c'est bon, t'en vois un peu beaucoup, quoi. Alors, je donnerai pas d'avis de valeur, mais par contre, en tout cas, en tant qu'investisseur, moi, je recommande pas d'aller sur du Vuitton. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup sur le marché et en fait, il y a peu de plus-value à se faire. Ce que j'ai remarqué, c'est que les prix de départ aux enchères, ils sont quasiment similaires aux prix sur Vestiaire.co. Donc, si c'est pour acheter pour toi-même, je pense que ça vaut quand même le coup d'aller acheter ton sac Louis Vuitton aux enchères. Mais si tu achètes pour revendre, tu vas pas faire de plus-value. Tu vas faire 50 euros de plus-value pour y avoir passé 3 heures de ton temps, c'est pas la peine. Et quand tu achètes aux enchères, tu as une authenticité ou pas? Alors, c'est une excellente question. Pas toujours, en tout cas pas officiellement. Il y a 2 cas de figure. Quand tu achètes ton sac aux enchères, c'est la maison d'enchères qui se porte garante de l'authenticité du produit. Donc si jamais tu t'aperçois qu'il s'agit d'un faux, et c'est déjà arrivé qu'il y ait des faux aux enchères, normalement tu peux te retourner contre la maison. Donc c'est le ou la commissaire-priseur en fait qui garantit en tant que responsable de la maison d'enchères l'authenticité du produit. Par contre, pour certaines ventes spécifiques où il n'y a que des sacs, les maisons d'enchères font souvent intervenir des experts indépendants qui viennent certifier les sacs. Donc dans ce cas de figure, quand tu achètes ton sac, tu as le certificat d'authenticité qui vient avec et là tu es protégé puisqu'on a vraiment des experts qui sont spécialisés en maroquinerie. Ok. Et pour la revente, en dehors de Collector Square, etc. et autres, est-ce qu'il y a, tu penses, un moyen quand même de pouvoir vendre en direct ou c'est dangereux? Alors moi je privilégie la vente en direct, notamment parce que pour Hermès en tout cas j'ai une contact qui achète pour elle et pour les proches autour d'elle, donc maintenant je passe toujours par elle. Et il m'est aussi arrivé de vendre un sac, un Dior sur Vinted, donc sans commission. Par contre, moi je recommande la vente en direct parce que c'est vrai que tu t'empêches les 18 voire 35% de commission, donc ça te fait beaucoup plus de plus-value dans la poche. Par contre, si tu vends en direct, première chose, tu n'expédies pas. Il n'y a pas d'expédition. Parce que pas d'assurance, pas de garantie, etc. Et sur Vinted, j'avais déjà pas mal vu dans les forums des vendeuses qui avaient expédié des sacs de luxe
et l'acheteuse, une fois qu'elle le reçoit, fait croire à Vinted qu'il s'agit d'un faux. Elle prend un faux certificat qui certifie qu'il s'agit d'un faux, et Vinted, dans la plupart des cas, prend la défense de l'acheteuse. Donc en fait, tu ne revois ni ton sac et tu ne vois jamais ton argent. Donc surtout en vente directe, que de la remise en main propre. Et de la même manière, on ne se fait pas payer avec un chèque. Si la personne nous paye avec un virement, il faut que ce soit instantané. Si la personne nous paye avec du cash, il faut qu'on la voie sortir le cash du distributeur pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de faux argent, mais bien de vrai argent. Donc voilà, il y a des petites choses à mettre en place pour s'assurer de la sécurité de la transaction. Ok, bon, très très clair Camille. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos.